Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF sur TV78, Radio Sensation et les internets, bien sûr. Nous allons aborder plusieurs sujets. On va parler évidemment des élections départementales, peut-être surtout des élections régionales, de leur dimension politique. On va parler aussi de l'enquête du Cevipof, appelle ça la France de Macron, une France un peu désespérée. Ça fait sourire d'ailleurs les Anglais de voir à quel point nous sommes désespérés alors qu'eux sont tout à fait heureux d'être vaccinés. Et puis on parlera peut-être aussi du complotisme qui est toujours de retour, qui est un sujet, une sorte de serpent de mer. Et pour en parler, j'accueille Véronique Jérôme, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Paris-Saclay. Alors vous êtes ce qu'on appelle polito-économiste et vous êtes la responsable du site Électionscope, c'est-à-dire que vous êtes une chercheuse en analyse économique de la politique et vous êtes cofondatrice avec Bruno Jérôme du site donc Électionscope. Et vous êtes auteur aux presses de sciences politiques d'un livre sur les municipales, ville de droite, ville de gauche, et vous avez publié tout récemment un article dans le Figaro, un article excellent sur les critères de choix des électeurs aux élections régionales. Voilà, j'ai dit à peu près tout pour vous présenter, et merci d'être avec nous. J'ajoute, vous êtes aussi directrice de la communication du compte Twitter Paul 4 Casting, qui donne la visibilité. Pardon ? Paul Fort Casting, le Paul Fort, oui, c'est vrai. Paul Fort. Mais enfin, Paul Fort, ça fait poète. Non, Paul Fort, mais c'est le chiffre 4, hein. Casting. Voilà. Qui donne la visibilité aux travaux des membres de l'American Political Science Association. J'ai été complet ? Tout à fait, Patrice. Merci. Merci infiniment. Merci beaucoup. Anne-Charlène Bézina-Duclerc, bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université de Rouen. Et vous êtes notamment l'auteur de textes constitutionnels et politiques aux éditions Thémis. Anne-Père Briot, bonjour. Vous êtes bonjour, Patrice. Conseillère régionale sortante, si je peux dire, d'Île-de-France. Et donc, on va parler des élections régionales. Votre témoignage sera précieux. Vincent Couronne, bonjour. Vous êtes docteur en droit, vous êtes enseignant, journaliste et fondateur des Surligneurs qui traquent les fake pas news, mais les fake paroles, si je peux dire, notamment des hommes et des femmes politiques. Et Jean-Charles Lajoie-Dit, bonjour. C'est un peu long comme présentation. Oui, hein, mais on a du lourd. Voilà, mais je voulais présenter un peu plus longuement Véronique Jérôme, qui nous fait le plaisir d'être notre invité. Vous êtes éditeur. Absolument. Et voilà, tiens, dernière apparition des éditions Lajoie-Dit, Une nuit sans fin d'Éric Chavet. Voilà. Voilà. Passionnant livre, très, très astucieux, et c'est dans la collection, vraiment pas policier mais presque. Il n'y a pas d'enquête, mais il y a un type à qui il arrive une très très drôle d'histoire. C'est un type qui roule et qui va heurter un scooter va le heurter, le type tombe à terre et le type est dans sa voiture, il pleut, il va sortir pour le sauver, il peut le sauver ou il peut ne pas le sauver. Voilà. Suspense, ça démarre là. Ok, alors on va parler de tout à fait autre chose et on va revenir justement sur ces élections départementales et régionales et sur les conséquences ou les enjeux politiques et économiques de ces élections. C'est le premier dossier de cette émission. Alors, Véronique Jérôme, on va revenir sur l'article que vous avez publié avec Bruno Jérôme dans le Figaro, mais auparavant, il faut peut-être distinguer les élections départementales des élections régionales. On a tendance à les confondre parce qu'elles sont concomitantes, elles sont organisées les mêmes jours, mais ce sont deux élections absolument différentes et dans leurs enjeux politiques et même dans les compétences. Peut-être Vincent Couronne, en un mot, quelles sont les compétences des conseils départementaux et quelles sont les compétences des conseils régionaux ? Alors en un mot, Patrice, ça va être un peu difficile, mais je vais quand même essayer. Alors, il y a deux grandes tendances, on va dire. Les départements, c'est essentiellement des questions sociales, mais pas que.
Parce que c'est un mélange hétéroclite de compétences qui a pas mal évolué au fil des différentes majorités politiques qui se sont succédées au gouvernement. Mais la moitié du budget des départements aujourd'hui, c'est le social, avec par exemple le RSA, et la question de l'aide pour les handicapés, pour les personnes âgées, etc. Les maisons de retraite, par exemple. Les régions, elles, de leur côté, c'est essentiellement l'économie. Et donc, elles sont chefs de file pour le développement économique, mais elles ont aussi, c'est-à-dire qu'elles vont, par exemple, aider les entreprises, elles vont même aider à l'innovation scientifique, par exemple. Ce sont elles qui gèrent les pôles de compétitivité. Il y en a 8, rien qu'à 50 en Yvelines, par exemple. Et puis, c'est aussi la culture, avec la promotion des langues régionales. On a vu il y a quelques jours des manifestations un peu partout en France sur la question de l'enseignement des langues immersives. Et puis, la question des transports aussi pour les régions qui, là, pourraient s'inviter à un moment donné dans la campagne avec la question de l'ouverture à la concurrence des transports régionaux. Voilà. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que, en tout cas, la sécurité, contrairement à ce que beaucoup d'affiches de candidats et de programmes de candidats tentent à nous faire croire, n'est pas une compétence ni des régions ni des départements. Oui, vous avez raison, et c'est pourtant le thème un peu essentiel de cette campagne. Est-ce qu'on peut dire, Anne-Charlotte Médina-Duclercq, peut-être, qu'il y a Pierre Bédier, qui est le président du conseil départemental des Yvelines, dit, au fond, les élections départementales, c'est le 3e tour des municipales. C'est-à-dire que ce sont des élections vraiment locales, et puis que les élections régionales sont des élections peut-être plus politiques. Alors, je trouve que cette phrase est bien trouvée, en effet. Les départementales sont vraiment de loin les mal-aimés de nos élections. Le département, en général, est d'ailleurs l'échelon le moins connu de la population, celui qui emporte le moins de conviction de la part des citoyens. Et c'est vrai que très souvent, ça reste à forte connotation locale et on n'entend pas vraiment parler de ces élections comme étant un véritable enjeu. À l'inverse, les régionales, par l'ampleur des débats et notamment par l'ampleur des collectivités dont on parle à ce moment-là, eh bien, vont plus susciter des enjeux politiques qui peuvent se rapprocher des enjeux nationaux. Mais là encore, souvent comme laboratoire des futures élections présidentielles, les élections régionales sont un peu un prisme déformant parce qu'elles arrivent un peu tôt dans la pré-campagne présidentielle, alors sauf pour cette année, et donc on a parfois des faux espoirs de succès qui ne se concrétisent pas. En tout cas, oui, il y a cette idée que les régionales vont draguer des éléments plus importants du débat, mais c'est pas toujours un baromètre tout à fait fidèle de la présidentielle non plus. Alors, Véronique Jérôme, dans votre article, vous montrez très bien l'influence au fond de la situation politique nationale sur le résultat des élections régionales. Par exemple, 86-92, Mitterrand est très impopulaire et la gauche perd les élections régionales. 2010, Sarkozy est impopulaire, victoire du PS aux élections régionales. 2015, situation inverse, impopularité de François Hollande et victoire de la droite aux élections régionales. Au fond, il y a vraiment cette... Alors, on va venir à ce qui peut se passer en 2021, mais il y a vraiment une influence très forte, quoi. C'est établi. En tout cas, on a toujours observé cette incapacité pour un exécutif national à gagner ces élections régionales. Néanmoins, force est de constater que ce sont des élections, et les élections régionales en particulier, on dit souvent qu'elles sont des élections, enfin, avec l'élection Scope en tout cas, ce sont des élections nationales localisées. Parce que, vous le citiez, et Vincent le disait, il y a des aspects économiques, mais il ne reste pas moins que les régions sont des, entre guillemets, des nains économiques, au sens où le budget de la région, dans le budget, le budget régional, dans le budget local, ce n'est que 2,5%, le budget du département, c'est 5%, et le budget de la région dans le budget total, dans la dépense publique totale, c'est 13% pour la région et 26% pour le département. Ça reste peu de choses. En 2015, le budget régional, c'était 1,3% du PIB, donc c'est très faible. Donc la compétence de la région au plan économique, il y a des reconnaissances de compétences, mais elles se trouvent limitées. C'est pourquoi il est compliqué pour l'électeur de ne regarder quand il le peut, parce que là encore la visibilité n'est pas toujours facile, étant donné l'éloignement, et encore plus au régional qu'au départemental, où il y a une forme de proximité avec les conseillers départementaux, avec les conseillers régionaux. Et les grandes régions n'ont pas aidé, elles ont plutôt ajouté à l'éloignement. Donc l'électeur a du mal, et il va
il va se raccrocher à des ressentis qui viennent d'un contexte qui est national. Force est de constater que c'est sur cet aspect qu'il s'appuie. Alors, je pourrais aller plus loin, si vous le souhaitez, sur la particularité de 2021. Sauf oui, si, on peut. Allez-y, oui. Oui, alors, parce que là, 2021, évidemment, alors on a. Pardon, je vous interromps, mais vous le montrez très bien d'ailleurs dans l'article, mais c'est vrai que jusqu'à présent, on avait à la présidence de la République, au pouvoir exécutif, des gens qui tenaient, qui étaient partis, des membres, des représentants de partis qui tenaient les régions, ou qui ne les tenaient pas, mais qui pouvaient les conquérir. Or, Macron et la République En Marche ne détiennent aucune région. Donc ça fait une différence notable. Alors, il n'y a pas de sortant. Cette situation, on l'a vu aussi au municipal. Et au municipal, la stratégie était peut-être plus forte parce qu'il y a eu des tentatives de rapprochement, de soutien de la part d'En Marche vers certaines municipalités. Ceux qui ont accepté l'augure n'ont pas toujours été chanceux en la matière. On voit ce qui s'est passé à Bordeaux ou à Lyon. Donc, c'est pas forcément une bonne stratégie. De surcroît, pourquoi ça ne peut pas être forcément une bonne stratégie? Tout dépend des caractéristiques économiques et politiques de l'exécutif national. C'est-à-dire que sur le plan économique, c'est l'évolution du chômage dont on va considérer qu'il y a une attribution de responsabilité, et là, elle sera à l'exécutif national, mais la région étant très impliquée dans les aspects apprentissage, emploi, etc., peut revendiquer aussi, et elle a d'autant plus intérêt, le président de région a d'autant plus intérêt à revendiquer que ça se passe bien sur le plan de la décrue du chômage, et là, c'est le cas pour certaines régions, et donc il y a toujours moyen de dire, oui, bien sûr, les politiques sont décidées en haut par l'exécutif national, mais moi, en région, j'interprète, et je suis aussi partie prenante au bon résultat. On peut dire aussi de façon un peu moins courageuse, quand ça se passe mal, il y a aussi le parapluie, le bouc émissaire de dire, finalement, les décisions qui ont été prises ne mettent pas sur le terrain à améliorer la situation économique. Et puis, le deuxième volet, parce que je dis polito-économiste, donc il y a aussi la politique, vue par l'économiste que je suis, le deuxième volet, c'est la politique. Et là, la politique, ce qui m'intéresse, le critère que je prends, je fais comme l'électeur. Et j'ai une idée, un ressenti, c'est la popularité. C'est ce qui est traduit dans la popularité. Et là, je devrais dire, en l'occurrence, dans le déficit de popularité du président Macron, si on compare les satisfaits et les mécontents, il y a un déficit, il y a plus de mécontents que de satisfaits, il est à -22, ce qui n'est pas le pire des cas, puisque François Hollande nous a montré pratiquement un déficit de popularité carrément double à l'approche des régionales. Mais l'idée, c'est de dire que ce déficit de popularité, finalement, il est une aubaine pour l'opposition, et là pour les oppositions, et la droite et la gauche, puisque l'opposition, ce sont ces partis de gouvernement, et le parti majoritaire, lui, n'a pas de sortant. Donc les sortants de droite et de gauche peuvent tirer avantage de cette faille dans la popularité de l'exécutif. Cette popularité d'exécutif peut agir comme un game changer du score ou de l'issue du scrutin, et en même temps, je voulais ajouter une chose, mais je dois dire que j'ai perdu le fil. Oui, donc là, cette popularité peut agir comme un game changer. Et je voulais ajouter que les En Marche n'ont pas de sortant, mais ils ont des candidats. Et ensuite, ce sera sur la stratégie que les choses pourraient s'engager. Et là, la stratégie, elle est très compliquée, parce que En Marche pourrait avoir envie, le candidat En Marche pourrait avoir envie de s'allier avec des sortants de droite ou de gauche qui ont un bon bilan, mais le sortant n'a pas intérêt à s'allier avec un candidat En Marche. Si son bilan est bon, eh bien, il en revendique la responsabilité vis-à-vis des électeurs. Il ne va pas accepter que quelqu'un vienne finalement s'allier, c'est de l'opportunisme. Donc, pour En Marche, ce n'est pas possible. Et quand ce serait possible, ce ne serait uniquement accepté que par des sortants qui ont un mauvais bilan et qui se disent je vais profiter finalement de la réputation ou d'une notoriété d'un candidat En Marche qui va venir m'épauler pour partager le mauvais bilan. Mais là, c'est le candidat En Marche qui va refuser, parce qu'il va dire j'ai aucun intérêt à venir assumer un mauvais bilan pour lequel je n'ai pas de responsabilité particulière. Donc voilà ce portrait, ce tableau un peu noir que je peux vous dresser. Merci beaucoup. Anne-Père Brio, vous êtes conseillère régionale Île-de-France, vous regardez évidemment la campagne. À votre avis, quand même, ce sont des critères plus nationaux ou plus locaux ou plus régionaux qui président au vote J'ai envie de vous dire, en fait, moi, ce que je constate, alors c'est une vision complémentaire et très terrain,
puisque je vais quasiment tous les jours à la rencontre des personnes sur le terrain pour leur parler un peu politique, des programmes, etc. On voit qu'il y a vraiment un déficit considérable d'éducation citoyenne, j'allais dire, hein. Et c'est pas du tout une critique, c'est simplement que les gens ne comprennent rien et que le fait d'avoir mis départemental et régional en même temps, si c'est une bonne idée sur le plan, j'allais dire, sanitaire et pratique, c'est vraiment difficile pour le citoyen de s'y reconnaître. Samedi dernier, par exemple, j'étais à proximité d'un marché sur le dialogue avec les gens, etc. Et une dame me dit non, mais moi, je suis pas d'ici, je suis de Crépierre. Mais Crépierre, c'est en Île-de-France. Vous voyez? Oui, mais alors, c'est quoi un canton? On parle de canton. C'est quoi un canton? Et alors là, à chaque fois, c'est une demi-heure d'éducation civique. Et je pense que là, il y a vraiment ce problème-là, doublé d'un panorama politique qui est beaucoup moins blanc-noir que le précédent, avec des partis très traditionnels, j'allais dire. Et là, on voit le travail de LREM, droite-gauche, etc. Donc, on ne sait plus trop. Et les alliances qui se font sont totalement incohérentes entre départemental et régional. Donc, si vous voulez, on va soutenir des gens en départemental qu'on contrera après pour les présidentielles. Et si vous voulez, dans la tête des gens, vraiment, c'est « je ne comprends plus rien ». Et même les gens n'avaient pas encore intégré que dans les bureaux de vote, il y aurait 2 urnes, en fait, l'urne des régionales et l'urne des départementales. Et voilà, donc il y a une énorme confusion à ce niveau-là. Avec un risque, Jean-Charles Lajoudi, c'est peut-être que le grand gagnant de ces élections, ce soit quand même l'abstention. Du coup. Je crois, il y a l'élection du week-end dernier, là, qui vient de se dérouler, législative, là, c'est une catastrophe. Oui. Quasiment personne ne se rend aux urnes. Et ce que Diane est assez juste. Je pense que les gens ne comprennent rien. Mais ce qui me gêne pas tellement qu'ils comprennent rien, c'est surtout peur qu'ils s'en foutent. Que ça ne les concerne plus du tout. Et la raison, par exemple, si on prend le cas des Yvelines, c'est vrai que sur la liste du président sortant, qui est Pierre Bédier, il y a des gens il y a des gens du LREM, il y a des gens du MoDem, donc il y a des gens qui ne vont pas voter pour les mêmes candidats qui sont sur la liste départementale, mais qui ne vont pas voter pour les mêmes candidats au régional. Voilà. Et encore plus au présidentiel. Donc c'est vrai que ça peut compliquer les choses. Et puis, intellectuellement, je pense que ça induit dans l'esprit des gens une sorte de dilution des responsabilités. C'est-à-dire, comme le disait tout à fait justement Vincent tout à l'heure, le département c'est ça, la région c'est autre chose, le député c'est encore une troisième chose. Alors est-ce qu'il faudrait simplifier? Je pense qu'il y a une simplification qui s'impose. Enfin, je veux dire, parce que supprimer il faut arrêter, parce qu'à chaque fois qu'on rencontre un homme politique ou une femme politique, c'est oui, mais ça dépend pas de nous. Là, on le rappelle, la sécurité c'est pas nous, ça c'est pas nous. Et puis après on arrive à l'échelon, alors bien supérieur, ou au niveau de l'exécutif pur, on dit oui, on le ferait bien, mais l'Europe ne peut pas. Il y a toujours quelque chose qui fait qu'on ne peut pas faire les choses. Alors, je pense que le bon peuple en a un peu marre, quoi. Il dit ça va. Je veux dire, pourquoi se déplacer puisque de toute façon personne ne peut plus rien, laissons tomber. Quand même, peut-être justement sur les élections locales, départementales, on se dit voilà, c'est les routes, c'est ceci, c'est cela. C'est les collèges. Et c'est comme les maires. Justement, le maire garde toute son aura. Et sa responsabilité, parce que lui, on voit ce qu'il fait et il n'est pas sans arrêt en train de se défausser. Jarlène Vizena, c'est vrai ça fait longtemps qu'on parle du millefeuille administratif, qu'on essaye de simplifier. Alors, il y a eu cette simplification, entre guillemets, avec la réduction du nombre de régions, mais ça n'a pas changé grand-chose. Ça a multiplié les budgets. Oui, en fait, oui, les budgets sont accrus plutôt qu'autre chose. Si on devait faire un historique de notre décentralisation, les mouvements législatifs ont commencé depuis 1982 avec au contraire le parti pris de revaloriser la région qui auparavant était
plutôt un échelon technique. Et dans les premières années, ça a assez bien fonctionné parce que cette région, elle était facile à identifier. Il y a eu tout de suite l'idée de créer aussi des patrimoines régionaux. Et donc, la région a assez bien réussi son succès d'implantation. Néanmoins, à partir du moment où on a rajouté l'échelon régional, puis qu'on a aussi les intercommunalités qui se sont ajoutées dans les années 90, eh bien, on a eu le sentiment que les citoyens se perdaient dans la complexité administrative, notamment parce que pour des compétences parfois très très proches, l'action économique, l'action sociale, les transports et la végétalisation de la ville ou ce genre de choses-là, eh bien, le département, la commune, l'intercommunalité, la région et l'Union européenne pouvaient parfois être 5 fois compétents pour la même chose. Donc, on s'est vraiment rendu compte de ça très vite, mais aucune volonté politique n'a vraiment réussi à aboutir à une fusion d'échelons ou à une suppression d'échelons. On parle de la suppression du département, je pense, depuis les années 2000. Et pourtant, ça n'est jamais venu sur le calendrier politique. Il y a eu seulement un projet de loi qui a été celui de Nicolas Sarkozy, qui consistait précisément à fusionner les élections départementales, un peu comme on le fait aujourd'hui, mais avec un seul échelon qui aurait été donc du coup ce conseiller territorial, qui aurait été à la fois conseiller régional et départemental, mais sans vraiment supprimer le département non plus. Donc en réalité, je pense que ce qui nous manque dans notre paysage territorial, c'est un courage politique de proposer vraiment une solution alternative, alors soit une régionalisation, soit une fusion entre le département et la région. On en parle, mais on fait toujours très peu de choses là-dessus. Je voulais ajouter peut-être un point de politique, c'est-à-dire qu'on a parlé de la complexité pour le citoyen et je pense qu'on ne dit pas assez, et Anne-Père l'a très bien dit, on ne dit pas assez à quel point le parti En Marche, alors qu'il n'a aucune attache territoriale, a quand même réussi à brouiller complètement l'échiquier politique au sens où le citoyen s'y retrouvait. Et on a dit tout à l'heure que les régionales étaient parfois on va dire un laboratoire d'idées de la présidentielle ou de la législative, c'est notamment parce qu'on retrouvait un peu les mêmes partis. Les municipales, historiquement, ont toujours eu des sans-étiquette, des candidats, on va dire plutôt affectifs, alors que les régionales étaient vraiment des élections avec les partis présidentiels, et c'était un petit peu là qu'on voyait les joutes se faire. Sauf que le véhicule, le parti aujourd'hui, a de moins en moins j'ai envie de dire d'incarnation auprès des citoyens parce que on ne sait plus qui est à droite, qui est à gauche, où est le positionnement. Et donc, ça laisse aussi beaucoup plus de place à des partis émergents ou à d'autres types de partis parce que, en fait, les citoyens ont juste envie d'essayer autre chose, mais plus vraiment d'identification dans les partis traditionnels, ce que pourtant les régionales aidaient à faire très bien. Donc, ces régionales ne peuvent même plus vraiment nous servir pour la présidentielle parce qu'on n'a même plus la tâche qu'étaient les partis historiques du fait d'En Marche et de ce brouillage complet du message politique. Jean-Charles, Johnny ? Je vais être probablement un peu vulgaire vis-à-vis de toute notre assemblée, mais j'aimerais savoir combien coûte et combien ça rapporte d'être conseiller départemental, combien ça rapporte d'être conseiller régional, combien un président de conseil gagne. Je pense que ça serait assez intéressant pour le... Anne-Père Briot, pardon, si vous voulez révéler vos immenses émoluments. Non, je peux vous dire alors très clairement, une conseillère régionale de base, c'est 1 900 € net. Voilà. D'accord. Et un président ? Et le président, je crois que c'est autour de 5 300 à peu près euros. Pareil. Ouais. Voilà, il n'y a pas non plus de quoi crier au scandale. Ah, mais je reviens. Je ne parlais pas de scandale. Non, c'est juste mais vous avez raison. Tout à fait. Je reviens à ce que disait Anne-Charline Bézina-Duclercq. Et je vous ai interrogé à tous. Au fond, est-ce que la complexité ne vient pas aussi d'un phénomène politique, c'est-à-dire que la recomposition qui a commencé en 2017, enfin qui a même été une sorte de coup de tonnerre en 2017, ne continue pas. Et est-ce que c'est pas ça qui rend les choses difficiles? C'est-à-dire qu'on a une sorte de queue de comète qui sont les villes, les régions, ou dans lesquelles les partis politiques traditionnels, le LR, le PS, ont encore un poids.
très fort, alors que sur le plan national, ils s'effondrent et ils font place à des partis nouveaux, comme le parti macroniste, par exemple. Et ça rend les choses un peu difficiles. Et cette recomposition, on voit bien qu'elle continue. Vous avez des gens comme Rebsamen, le maire de Dijon, qui se dit prêt à voter pour Macron. Je parle de gens à gauche. Des gens à droite, on les a vus, avec le maire de Nice, etc. Delga, qui est la présidente de la Nouvelle-Aquitaine, PS aussi, est prête à collaborer pour les élections présidentielles avec Macron. Donc on voit bien que cette recomposition est en marche et qu'on a dans ces élections intermédiaires, que sont les élections régionales, on a encore une forte présence de partis plus traditionnels qui, eux, s'effondrent sur le plan national. Est-ce que vous partagez cette analyse? On va commencer par vous, Véronique Jérôme. Pardon, je sais pas où est mon micro. Oui, mais j'aurais voulu ajouter précédemment l'avis de l'électeur. Ces élections c'est entendu, l'électeur est éloigné des considérations, je dirais, de terrain, et pour lui, il comprend pas bien comment les choses se passent, et encore plus au niveau de la région, peut-être qu'au niveau du département. Néanmoins, l'électeur, c'est un peu le dernier round avant la présidentielle. Il a une occasion. Il y avait une caricature de Daumier qui disait le bulletin de vote, c'est ma cartouche. Et là, quoi qu'il arrive, et on peut avoir. Alors, je vais peut-être dire un peu les choses de façon un peu différente de ce que écrit Guillaume Tabar dans son excellent papier de ce matin, où il dit finalement quid de l'abstention et les électeurs. Effectivement, l'abstention, c'est un élément qui va pouvoir jouer. Et ces élections auront valeur de sondage grandeur nature. Et si l'abstention, elle est généralement au-dessus de 50%, que ce soit au régional en 2010, en 2015, mais même au départemental, l'abstention est très forte, on pourrait imaginer que ça continue et que ça traduit ce désintérêt des électeurs, ou au contraire, un peu à l'image du déconfinement, l'électeur qui va retourner sur les terrasses, il a peut-être envie de retourner aux urnes parce qu'il a peut-être envie de s'exprimer. Il a l'impression d'avoir été un peu, je dirais en quelque sorte, bâillonné, mais enfin le terme est trop fort, mais quand même. Et il est possible qu'il ait envie d'envoyer un signal. Et il va se saisir. Et là, ce sera tant pis pour le sortant, quel qu'il soit. L'électeur peut se saisir de ces élections pour envoyer un signal un peu plus haut, pour envoyer un signal à l'exécutif national en disant mon ressenti, il n'est pas bon. Mon ressenti consiste à dire, eh bien voilà, ce qui a été fait ne me convient pas. Et au plan national, local, et les choses peuvent s'en mêler. Donc il y a un caractère un peu barométrique quand même de ces élections, même si on peut pas dire véritablement ce qui va se passer, et si on peut pas. D'ailleurs, on n'a pas risqué avec Electionscope, on n'a pas risqué de prévision au sens modélisé du terme. On n'a pas sorti comme on le faisait habituellement de prévision parce que on manque de recul. Là, on a des candidats en marche dont on ne sait pas très bien comment les choses vont être interprétées par les électeurs. Mais néanmoins, ce brouillage systématique, et là j'essaie de retomber sur votre question, ce brouillage systématique qu'En Marche essaie de faire en disant ni de droite ni de gauche, mais et de droite et de gauche en même temps, essayer de n'avoir que les bons côtés des choses et d'évacuer le mauvais côté des choses, c'est une stratégie qui renforce encore le brouillage et qui nuit à la visibilité. Mais je pense que l'électeur ne sera pas dupe. Je pense que l'électeur, sur le terrain, il va s'attacher à la personnalité aussi. Quand il connaît son conseiller départemental, eh bien, il fera peut-être, donnera peut-être une importance particulière à la personnalité. Et il laissera un peu de côté les stratégies. Maintenant, si il y a des stratégies locales qui ne sont pas perçues comme étant cohérentes avec une attitude, je dirais, idéologique, si l'individu ne se comporte pas sur le terrain comme son parti le fait au plan national, ou s'il y a des alliances, et il y a des alliances qui sont faites un peu, je dirais, en off, ces alliances, elles peuvent à terme plus nuire au candidat que ne lui rapporter. Parce que l'électeur, quand il ne comprend pas, eh bien, il peut très facilement sanctionner, et je pense qu'il n'évitera pas de le faire. Et l'autre point aussi, quand on parle de l'abstention, faut quand même regarder que sur les départementales, le critère, il est quand même assez fort pour accéder au second tour. On va avoir un vrai ménage entre le premier et le second tour, parce que si on considère de tête, je crois, 12,5 des suffrages
pour passer au deuxième tour, 12,5 des suffrages, c'est 12,5 enfin non, pardon, oui, c'est ça. C'est 25% des inscrits pour passer pour pouvoir être élu, mais c'est 12,5 des inscrits. Ça signifie 29% des exprimés. Si on a une abstention très forte de l'ordre de, par exemple, 57%. Ouais. Si je pousse l'abstention plus fort de ce qu'on pourrait imaginer, si j'ai près de 60% d'abstention, je dois avoir près de 30% des exprimés pour pouvoir. Donc c'est une contrainte qui sera assez forte. Donc là, il faut considérer aussi tous ces petits candidats qui n'ont pas assez de notoriété seront, je pense, sauf à fusionner avec d'autres listes, mais auront du mal à rester. Vous avez raison que, par exemple, au PACA, on voit bien que les alliances sont peut-être mal comprises des votants. Jean-Charles Lajonie ? Oui, juste une petite question. Est-ce que pour la République En Marche, c'est pas l'occasion rêvée d'engranger un certain nombre de grands électeurs assez intéressants ? Il y a ça, et puis voilà. Il y a le fait de faire le poids. Si Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse, par exemple, avaient besoin de la République En Marche pour passer, c'est vrai que ça change un peu leur stratégie pour la présidentielle. Anne-Charlène et Vincent et Anne Père, pardon, là-dessus. Peut-être juste à propos de cette queue de comète, je ne suis pas garantie qu'il existe encore des partis traditionnels, hein, ça, on verra cela, mais je suis plutôt au contraire de l'avis que vous exposiez, Patrice, qui consiste à dire que la recomposition du paysage politique qui s'est passé par justement cette espèce d'impact qu'on a eu en 2017 est évidemment encore en cours, parce qu'on a en quelque sorte les vibrations de cet impact qui sont encore complètement actuel. Je pense qu'on en a pour des années avant de recomposer un véritable échiquier. Et je crois qu'en effet, les jeux d'alliance dans ces régionales ne nous diront pas forcément quelque chose de la présidentielle, mais peut-être de l'état de vie ou de mort de certains de nos partis historiques. Et je crois qu'on n'est pas prêt d'en voir la fin de cette recomposition et de cette renaissance ou de cette mort des partis traditionnels. Je crois qu'on est vraiment encore là-dedans. Sachant que deux des principaux candidats, Valérie Pécresse et Xavier Bertrand, ne font plus partie de LR, ont créé leur propre mouvement. Je me demande jusqu'à quel point, Vincent nous le confirmera sûrement, enfin en tout cas on va pouvoir peut-être en débattre, on n'est pas un petit peu en train de vivre la fin des partis politiques traditionnels qui arrivaient à structurer l'échiquier. On en avait l'habitude. Pour moi, le véhicule du parti, avec tout ce que font les think tanks, les autres réseaux d'idées, le véhicule du parti commence à devenir un petit peu en obsolescence. Enfin, c'est une idée que je pose ici. Absolument. Sur Anne Père-Briot ou Vincent Couronne ? Trois petites choses. Moi, je voulais dire qu'effectivement, alors on met beaucoup en cause les partis, mais néanmoins, quand à la fois on est sur le terrain, on voit que c'est très amusant. Les gens ne veulent plus de partis, mais la première question qu'ils vous posent, c'est « mais quelle étiquette êtes-vous » Alors, c'est quand même... Oui, ils veulent savoir quand même. assez intéressant. Sur... la recomposition, sur les compétences, je voulais juste évoquer la loi NOTRe qui avait supprimé la clause générale des collectivités territoriales en 2015, et justement pour tenter de clarifier la complémentarité des compétences entre les collectivités territoriales. Et ainsi, pour prendre un exemple très concret, on sait que par exemple les villes ont la responsabilité des écoles maternelles et élémentaires, que le département a la responsabilité des collèges et que la région a la responsabilité des lycées. Donc, c'était l'idée, voilà, mais c'est très compliqué pour les gens d'intégrer évidemment cette notion-là. Et enfin, je rebondissais à la fois sur ce que vous disiez, Patrice, et ce que disait Vincent, sur la sécurité, qui est le thème effectivement dominant des campagnes électorales, qui n'est pas la compétence, par exemple, de la région, mais pour y avoir évidemment contribué sur le vote du budget, on voit quand même que la région a mis plusieurs dizaines de millions chaque année pour la sécurité, pour compenser en fait les déficits de budget de l'État, et que la région a largement contribué à des choses extrêmement concrètes comme les commissariats, l'équipement des polices municipales, l'équipement en vidéoprotection, etc. Et que les villes
ont beaucoup sollicité la région pour avoir ces subventions pour muscler la sécurité dans leur commune. Donc, même si c'est pas une compétence première, comme la santé, par exemple, qui n'est pas une compétence première, la région est intervenue sur la résorption des déserts médicaux, etc., etc. Donc, il y a les compétences phares et il y a les compétences en fonction un peu des phénomènes il y a la réalité du terrain, quoi. La réalité du terrain, exactement. Sur les déménagements aussi, si je me souviens bien. Bah oui, mais ça permet de réduire le budget. Vincent Couronne Oui, ce que dit Anne Père est intéressant sur la question de la sécurité. En fait, ça démontre ce qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la complexité de ce millefeuille territorial qui fait que la région n'est pas censée être compétente en matière de sécurité, et pourtant, il y a de manière assez ponctuelle ou dans une technique un peu impressionniste, elle peut comme ça agir sur quelques petits leviers, mais qui sont très indirects. En réalité, ça passe essentiellement par du financement. Si je prends un exemple, le transport scolaire, la loi NOTRe a transféré la compétence du transport scolaire du département à la région. Sauf que la loi NOTRe dit également que la région peut quand même continuer à confier au département la compétence du transport scolaire. Qui peut s'y retrouver là-dedans? Le gouvernement a publié un tableau très bien fait, 4 colonnes, pour détailler les compétences des différents blocs. Alors, commune, intercommunalité, département, région. Le tableau fait 20 pages. C'est écrit petit, hein. Et dans chaque colonne, vous avez les mêmes compétences, sauf qu'à chaque fois, ce ne sont pas les mêmes exceptions, les mêmes dérogations. C'est incompréhensible. Et de ce point de vue-là, moi, je comprends très bien l'électeur qui est un peu perdu, qui ne va pas forcément se déplacer pour ces élections-là. Je trouve que lier régional et départemental le même jour n'est pas le problème. Le problème, c'est vraiment la question de la lisibilité de ce que font chacun, et que cela renforce le poids, là aussi pour le coup, des stratégies partisanes et politiques, parce que justement, on profite du fait qu'on n'y comprenne rien sur qui fait quoi, pour justement mettre en avant des jeux d'alliance, etc., de partis. Alors, ce qui est beaucoup moins le cas pour les communales, les municipales, pardon. Donc voilà. Donc je trouve que pour revenir sur la côte comète dont on parlait tout à l'heure, probablement que ces élections régionales vont être beaucoup plus intéressantes d'un point de vue politique, politicienne de ce point de vue-là, que ne l'étaient les municipales auparavant, qui étaient beaucoup plus concrètes. Absolument. Juste une dernière question, peut-être sur ces régionales, avec vous, Véronique Jérôme. Vous avez étudié évidemment les critères politiques, économiques, sociaux qui entraînent le vote des électeurs. Est-ce qu'il y a des grandes différences selon les régions ? Oui, alors, et ce qu'on a fait, on est revenu en arrière, c'est-à-dire qu'on a recomposé les régions d'aujourd'hui, et depuis 1986. Donc, depuis 86, on a fait comme si on avait les régions d'aujourd'hui, et on a essayé de voir un peu, de faire un baromètre, je dirais, des compétences et des résultats. Et on a dressé un tableau qui nous permet de voir finalement les choses seront un peu mitigées. Tantôt c'est la politique, tantôt c'est l'économie. Je veux dire par là qu'il y a des régions, les critères économiques, finalement, la Normandie coche 5 sur 5 des critères économiques. C'est-à-dire que les voyants sont au vert dans tous les critères économiques. Alors, quand on dit critères économiques, c'est aussi bien le chômage, la capacité de désendettement, l'effort d'investissement donc tous ces aspects qu'on a pu mesurer par des critères. Je ne vais pas vous faire la liste, elle est non, on va envoyer à l'article qui est formidable, parce qu'il faut avoir en effet les tableaux sous les yeux. Mais c'est vrai qu'il y a des différences, il y a des différences sans doute de réaction et de sensations. Dans le Nord, c'est pas la même chose que l'Île-de-France, qui est une région plus riche, etc. Enfin, évidemment, les critères sont variables. Mais il y a ces critères économiques et les critères politiques. Et il y a des régions qui arrivent à être bonnes dans les deux cas. C'est le cas, par exemple, du Grand Est, de l'Occitanie et du Centre Val-de-Loire, par exemple. Et puis il y a d'autres régions qui sont très bonnes. Le cas de la Normandie, qui a une politique qui est assez proche d'une politique économique au sens libéral du terme. Pareil pour l'Île-de-France et peut-être pour PACA, avec quelques exceptions dans des domaines, que ce soit le désendettement ou les impôts, par exemple. Mais vous lirez en détail dans le Figaro, on a réussi à avoir ces éléments qui parlent
le porteur parce que l'impôt par tête, quand on a un impôt par tête qui n'augmentait que de 68 euros, comme c'est le cas en Île-de-France, contre une moyenne, je crois que c'est plus de 120 et quelques, 126 ou 130 euros en moyenne sur la moyenne des régions en France, on voit bien quand même que les choses semblaient intéressantes pour les électeurs. Je renvoie donc à cet article qui s'appelle Comment évaluer les critères de choix des électeurs. On peut le retrouver dans le Figaro. On va passer au deuxième thème de cette émission, c'est-à-dire la France de Macron, avec cette enquête du Cevipof qui montre combien nous sommes pessimistes. Alors je cite cette dernière enquête du Cevipof. Parmi les critères suivants, qu'est-ce qui caractérise votre état d'esprit actuel? Alors, 1, la lassitude, 2, la morosité, 3, la méfiance. Enfin, c'est terrible, quoi. C'est pas nouveau, hein? C'est pas nouveau, mais ça n'a strictement rien d'étonnant. On vient de passer... Oui, alors c'est vrai que c'est une période qui n'était pas simple. Un an et demi dans des conditions absolument monstrueuses, une absence totale de liberté... Je rappelle que quand même, il n'y a pas de quoi s'enthousiasmer quand on sait que c'est le Premier ministre qui décide si votre femme peut aller s'acheter une petite culotte ou pas. C'est lui qui décide de ce qui est essentiel ou pas. Enfin, il connaît les choses. On est quand même dans quelque chose de monstrueux. Alors, au-delà de l'anecdote, pour le moral, c'est terrible. Il n'y a pas de quoi être optimiste. Et puis, on a ce dont peu de gens parlent, on a un corps médical qui, avant, les médecins étaient censés rassurer, calmer, apaiser. Et là, dès qu'il y a une petite accalmie du côté des politiques, les médecins sont tous là en train de dire « Attention, le variant machin va arriver, attention à la 4e vague, attention, ça va exploser cet hiver, ça va exploser le printemps prochain, ça va... » Donc, je veux dire, mais c'est déjà bien que les gens aient encore un tout petit soupçon d'optimisme. Il y a un peu de confiance aussi, quand même, à 21%. C'est vrai que la situation n'est pas facile, mais quand on regarde, par exemple, Financial Times est absolument effaré par le pessimisme des Français, alors qu'ils disent en Angleterre, on a eu le Brexit, on a eu une gestion de la crise sanitaire qui a été déplorable, on a le problème de l'Écosse, et les Anglais sont vaccinés et heureux. Anne-Charlène, non? Peut-être qu'il y a une corrélation entre le fait d'être vacciné et heureux, justement, parce que nous, en fait, j'ai l'impression que ce qui nous manque beaucoup, c'est un peu notre vie française, avec justement ce partage assez convivial, cette manière de débattre à plusieurs. Nos PAF aussi, par exemple, nous manquent cruellement avec leurs conditions physiques de réunion et tout ce qu'on pouvait y retrouver avec la chaleur du débat. Donc, il y a peut-être un petit peu de tout ça, je pense, dans la morosité ambiante. Et il faut savoir aussi que les Français adorent cultiver cette insatisfaction permanente. Je me souviens de Jean-Pierre Raffarin qui avait essayé, alors qu'il était Premier ministre, de faire d'une chanson de Laurie, à cette époque-là, un slogan en parlant de la positive attitude. Donc, ça prouve qu'on va chercher parfois très loin pour motiver les Français. Mais bon, je ne doute pas néanmoins du pays des Lumières pour montrer que voilà, on a de l'art de vivre, on a plein de ressources pour être heureux. Mais bon, voilà, peut-être aussi sommes-nous un petit peu schopenhaueriens avec cette idée de l'absence d'avenir. On perd un petit peu le cap. Mais bon, voilà, j'ai bon espoir que ce soit des choses qui, avec la situation sanitaire et son évolution, reprennent un petit peu le dessus. Et je tenais aussi à rassurer Jean-Charles, les femmes ont pu changer de sous-vêtements maintenant. Et ont été aussi très malheureuses plutôt de la fermeture des librairies. Et je suis sûre que c'est oui, elles sont ouvertes, là, ça va. Mais vous savez qu'avant l'enquête du Cevipof et avant la Covid, il y avait déjà eu une enquête qui ressurgit régulièrement et qui montrait que les Français étaient moins heureux que les Afghans. Oui, donc, plus pessimistes. Voilà, donc plus pessimistes. Ouais. Ça, une chose. Et puis après, avant la Covid, moi je trouve que la phrase de Sylvain Tesson est merveilleuse, c'est « La France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer ». Et je crois que c'est assez juste. Alors depuis la Covid et Castex, ça change. Mais avant, c'était vrai. C'est les fameuses passions tristes de la France. Anne-Père Briot, justement, sur les marchés, dans les dialogues que vous pouvez avoir avec les Français, comme ça, vous sentez un peu ce pessimisme ?
Tout à fait, cette lassitude. Et comme dit Jean-Charles, c'est vrai qu'on sort quand même d'un tunnel pas très drôle. Et on voit toutes les mesures qui ont été mises en place. D'ailleurs, à la région, il y avait une plateforme psy qui avait été mise en place pour les étudiants. Et on a été quand même sidérés de voir l'afflux de consultations demandées en soutien psychologique. Absolument, on a beaucoup parlé évidemment des répercussions psychologiques. Et puis, ça vient s'ajouter à une tendance des Français, contrairement aux Danois, à ne pas être en haut du tableau des peuples heureux, puisqu'on est classé assez loin dans le panorama du bonheur sur l'ensemble des pays, effectivement. Donc ça plus ça, c'est vrai que Cevipof retraduit assez bien l'ambiance. Et en même temps, Vincent Couronne, on est dans un pays, je sais pas, où la vaccination est gratuite, les tests sont gratuits, enfin, il y a eu des aides absolument énormes sur les entreprises, sur le chômage partiel. On est quand même un des pays qui a le plus joué en solidarité, non, pendant cette crise. Oui, moi je suis je suis pas très surpris de ce genre de résultat parce que tout simplement la France, on a l'habitude, comme ça a été dit juste avant, d'être souvent dans le palmarès mondial des plus pessimistes. Donc pourquoi changer, je veux dire, après tout, donc on est fidèle à nous-mêmes. Maintenant, je dirais que c'est pas forcément qu'une spécificité franco-française. Il y a une spécificité peut-être même plus européenne en fait à toujours considérer que on n'est pas forcément les mieux lotis ou que c'était mieux avant, etc. Il y a, vous savez, un auteur qui s'appelle Rémi Brague qui a écrit un bouquin qui s'appelle Europe, la voie romaine, qui est absolument fabuleux et dans lequel il décrit en fait cette propension des Européens à toujours considérer que ceux qui les ont précédés étaient des géants bien meilleurs que nous, et ce qui faisait cette identité un petit peu très spécifique au continent et qui exclut spécifiquement le Royaume-Uni de cette analyse-là, où en Europe, on avait toujours tendance à considérer que nous sommes les héritiers d'un passé un petit peu glorieux, un âge d'or, etc., et que nous dévalorisons aujourd'hui. Et je pense que en France, ça s'exprime peut-être plus qu'ailleurs, mais en tout cas, c'est un petit peu cette tendance-là qu'on voit un peu partout. Véronique Jérôme, les deux sentiments qu'évoquent les Français concernant la politique, c'est l'inquiétude et la colère. Est-ce que c'est des critères que vous avez vus dans les enquêtes que vous avez pu mener ? Alors, on ne mène pas d'enquête directement auprès des électeurs, on ne fait pas de sondage. D'ailleurs, les modèles qu'on peut réaliser, c'est un peu le concurrent du sondage. Mais justement, c'est une très bonne question, Patrice, parce que l'idée, c'est, nous, ce qu'on cherche à savoir, quelles sont les motivations du vote, quelles sont les raisons de la colère, quelles sont les raisons de cette peur et de cette inquiétude. Pour ce faire, on regarde les indicateurs INSEE, les anticipations des ménages, telles que révélées par les enquêtes de l'INSEE notamment. Et ce que l'on voit là, aujourd'hui, c'est que il y a des anticipations très négatives. Elles sont négatives en termes d'anticipation de chômage, concernant les anticipations de niveau de vie et les anticipations d'inflation qui remontent. Et là, on ne peut qu'adhérer à cette idée parce que aux États-Unis, on voit que l'inflation repart et repart sérieusement et de façon marquée. Et donc, les électeurs sont dans cette situation, les Français sont dans cette situation où on comprend bien. Le déconfinement ne suffira pas, ce n'est pas tout. Et puis le quoi qu'il en coûte, ils savent très bien que ça aura une fin. Alors il y a deux types de réactions possibles. C'est je suis ce qu'on appelle en économie vulgairement un free rider, c'est-à-dire un opportuniste, quelqu'un qui se dit et qui demande aux politiques de dépenser plus à partir du moment tant que cette dépense publique par essor, tant qu'elle est financée en puisant dans la poche du voisin. Donc si c'est le voisin qui finance et que moi je profite, je suis entièrement d'accord pour plus encore de dépenses. À partir du moment où je participe au financement, j'ai une vision un peu plus, je dirais, rigoureuse des choses. Donc, le retour des électeurs sera là encore un peu ambigu, c'est un peu Janus, l'électeur, parce que il veut à la fois plus de dépenses et moins d'impôts. Or, l'impôt finance la dépense. Et le discours qui a été, je dirais, véhiculé par le président. Alors, on peut le comprendre, je ne critique pas le quoi qu'il en coûte, c'est une façon de rassurer la population en disant pandémie,
situation exceptionnelle, dépenses exceptionnelles. Mais l'électeur, il arrive un moment, enfin le Français, les Français vont se dire, ça aura une fin, ça aura bien une fin. Donc il va bien comprendre que plus de dépenses, ça voudra dire un jour, et ça je dirais, c'est l'arbitrage qui est fait, c'est le principe qu'on voit en économie. Plus de dépenses, ça ne peut se traduire que par deux choses. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est soit plus d'impôts, soit plus d'emprunts. C'est la dette, c'est des impôts futurs. Donc c'est une équivalence ricardienne, ce qu'on appelle en économie une équivalence ricardienne. C'est-à-dire que si je dépense plus, de toute façon, il faudra rembourser un jour. Le débat qu'il y a eu au début de l'année sur l'endettement en disant ça ne coûte rien, les taux d'intérêt sont très bas, il remonte d'ailleurs. Et ce n'est pas grave, on pourra effacer d'un coup d'éponge la dette, ce n'est pas possible. Il y aura toujours quelqu'un qui paiera directement ou indirectement. Et donc, je pense que l'électeur n'est pas dupe. Il voit bien que plus de dépenses, ça se paiera un jour, tôt ou tard. Et si Emmanuel Macron est réélu, il est possible que dans l'ambiance de ce qu'on appelle l'état de grâce, le honeymoon, une fois élu, eh bien, quand on arrive au pouvoir, on vient d'être élu avec une majorité, donc forcément on a un soutien. On va puiser dans ce soutien et il prendra peut-être les mesures de rigueur, comme normalement, en tout cas c'est ce que l'on voit dans le cycle économique, politico-économique, dans le business cycle. Il fera les mesures de rigueur dès sa réélection, peut-être encore plus facilement, parce qu'il n'envisagera pas un troisième mandat. Donc, pour lui, la politique aura une fin, et donc il pourra peut-être mettre un peu d'ordre dans tout ça. Donc, je pense que l'électeur a quand même, quand il s'agit du porte-monnaie, il a la capacité de faire les choses. Alors, avec peut-être... Ajouter Pardon ? un mot, Patrick. Oui, un allez-y. dernier mot peut-être pour rebondir sur ce que disait Jean-Charles, je trouve que ça fait une belle unité. En effet, les Français sont souvent plus malheureux que les Afghans, et en fait, on constate que c'est une tendance des pays développés à précisément avoir toujours besoin de plus. Et ça rejoint un peu la logique de l'emprunt, comme le disait Véronique Jérôme, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que ce ne sont que les pays développés qui recourent à l'emprunt, à l'endettement, à la dépense publique et à une espèce de, j'ai envie de dire, de narco-addiction à la dépense et à l'emprunt, parce que précisément, il y a peut-être aussi une logique j'ai envie de dire de développement par l'économie qui est un peu dangereuse, et peut-être que le confinement, en tout cas, était censé nous aider à ça, c'est-à-dire que plus on dépense, plus on veut, et plus on est développé, plus on a tendance à tout vouloir. Et donc, du coup, on est un peu dans cette logique-là. Les pays développés arrivent à moins développer de bonheur parce qu'il y a toujours cette idée du plus qu'on peut avoir, et donc c'est une espèce de fuite en avant. Alors, est-ce qu'il ne serait pas temps de changer de philosophie? Et il est possible aussi que Il est possible aussi que la crise sanitaire renforce un peu le côté égoïste de chacun, et que les générations se disent ça sera les générations futures qui paieront, de reporter au fond. Et il y avait cette solidarité qu'on avait vue avec la montée du mouvement écologique, c'était quelle terre on va laisser à nos enfants, et là peut-être qu'avec la crise, au fond, chacun regarde ce qui est bon pour soi. On va passer, je vais peut-être remercier Véronique Jérôme. J'aurais voulu, on n'a pas le temps d'aborder, mais l'interview du président de la République à Zadig, dans lequel il parle notamment des Gilets jaunes et de cette jacquerie française qui est constitutive de l'esprit français. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a hanté souvent les présidents de la République. Chirac disait il vaut mieux rien faire, il vaut mieux rien bouger, parce que sinon ça risque d'exploser à tout moment. Véronique, on aura le temps d'en parler une autre fois. Véronique Jérôme, merci infiniment. Merci à vous, merci Patrice, merci à tous. Et je renvoie donc à votre article régional. Cela dit, je voulais rester, il reste 4 minutes. Alors écoutez, d'émission. Alors on va vous garder. Je voudrais qu'on parle juste du retour quand même, du retour, du complotisme qui se porte de mieux en mieux, semble-t-il. Jean-Charles, alors vous avez vu votre ami Jean-Marie Bigard, mais il y avait après, il est ce qu'il est, il dit ce qu'il dit, mais il y avait à côté de lui une généticienne qui s'appelle Alexandra Henrion-Caude, et c'est ça qui est plus intéressant, c'est qu'au fond, et qui est paraît-il, mais qui a été une très bonne généticienne, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est que des scientifiques, on a toujours l'impression que les scientifiques sont pour la vaccination, la science, etc. C'est pas tout à fait vrai. Il y a beaucoup de scientifiques qui sont contre la vaccination parce qu'ils disent que les process habituels n'ont pas été respectés. Et donc,
ils nourrissent aussi le complotisme. Mais, oui, mais le drame, c'est probablement de noyer tout ça dans ce terme de complotisme. Oui, il y a une sorte de doxa médicale qui veut que ça soit bien le vaccin, ça soit bien de se faire vacciner, etc. Je suis à fond pour, c'est très bien, je ne connais rien, je ne suis pas médecin, je leur fais confiance. Mais je trouve tout à fait normal qu'il y ait des voix dissonantes dans le corps médical. Et dès qu'il y a une voix dissonante, et ce n'est pas hélas que dans le domaine médical, tout de suite ces gens sont ostracisés. Et du coup, alors on dit, ah bah oui, ils sont maintenant dans n'importe quel dîner en ville, enfin pas dîner en ville, avant dans quel déjeuner, déjeuner en ville, et ben dès qu'on n'est pas en terrasse, voilà, dès qu'on n'est pas pour quelque chose, pour ce que tout le monde pense. On ne soutient pas le gouvernement sur la lutte contre la Covid, on est complotiste. Eh bien non, on peut être contre le vaccin sans être un abruti absolu. Moi, a priori, je suis pour, mais je n'ai aucune compétence médicale, donc je ne sais pas. Peut-être que je me trompe, je n'en sais rien. Mais je ne suis pas complotiste. Et cette généticienne est peut-être très intelligente. Pourquoi est-ce que... Mais pourquoi est-ce que ce serait elle qui aurait tort ? Il n'y a pas de raison. En un mot, parce qu'il doit rester moins de 2 minutes maintenant. Mais certains disent que cette montée, ça vient du fait, qu'il n'y a pas de débat, quoi. Il y a une montée des techniques et il n'y a pas de débat sur l'utilisation, des débats philosophiques, des débats sociétals sur l'utilisation de ces techniques. C'est vrai. Néanmoins, je rajoute une chose. Jean-Charles a parlé de confiance en disant je n'y connais rien à la médecine et je leur fais confiance. Et je crois qu'en fait, c'est ça, le cœur du complotisme, c'est qu'il n'y a plus de confiance en France. Et je pense que c'est un mouvement avec les réseaux sociaux, avec l'Internet, qui font que quand on a une consultation médecin, maintenant, on a tendance à taper ça sur Google et à regarder sur Doctissimo et à se penser plus compétent. Oui. Et un peu dangereux. Ça nous arrive en droit, ça nous arrive en médecine, ça nous arrive partout. Et cette perte de confiance qui fait que chacun est un expert S-pandémie depuis 1 an et demi crée un danger. Parce que justement, du coup, il n'y a plus de spécialistes, il n'y a plus de confiance. Et donc, du coup, le débat se brouille puisque chacun a son propre avis. Alors, néanmoins, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas qu'il y ait de débat, c'est une vérité. Il faut peut-être juste trouver le bon équilibre entre croire en des personnes qui ont plus de compétences, tout simplement, et développer aussi des débats à l'intérieur d'une discipline. Mais pour moi, le débat ne doit pas amener à ce que chacun puisse se considérer compétent. La compétence, c'est quand même la clé de l'intelligence et de la pacification des relations sociales, à mon sens. Vous avez raison. Ça rappelle le très bon texte d'Étienne Klein qui s'appelait « Je ne suis pas médecin, mais » où il reprenait tous ces politiques, enfin tous ces gens qui intervenaient en disant « Je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même un avis sur la question ». C'est la phrase qu'on a le plus entendue depuis un an, je pense. Alors, oui. Mais très vite, parce qu'il y a 20 secondes. Oui. Alors, c'est vrai que l'État, l'autorité de l'État et l'autorité médicale fait que ça n'est pas très enclin au débat à la base. Et pour rejoindre Jean-Charles, moi, j'ai je trouve que, vu cette fulgurance d'avoir trouvé ce vaccin, il est normal et légitime de se poser quand même des questions à soi-même en tant qu'individu. Voilà. Et puis, la deuxième question qui peut être aussi légitime sans être complotiste, c'est de se dire, en fait, est-ce que cette pandémie n'est pas partie malgré tout d'une petite négligence d'un laboratoire qui manipule quand même des choses extrêmement dangereuses et alors pas du tout intentionnellement comme je l'ai vu, voilà. Mais est-ce qu'on peut pas quand même légitimement se poser la question d'une erreur technique, voilà, sans être complotiste? C'est vrai que c'est une possibilité et qu'on peut poser la question sans être, en effet, montré du doigt comme complotiste. Merci infiniment à tous les 5. Merci Véronique Jérôme. Je rappelle le titre de votre article régional, Comment évaluer les critères de choix des électeurs. Merci beaucoup Anne-Charlène Bézina-Duclerc, Anne-Père Briot, Vincent Couronne et Jean-Charles Lajoigny. À très vite pour un nouveau numéro de PAF.